Le 24 juillet 2025 a été une journée sombre pour le catch. Hulk Hogan, ce personnage sulfureux mais iconique, souvent le premier à l'esprit des personnes à qui on parle de la WWE, nous quittait tragiquement à l'âge de 71 ans. Mais pourquoi est-ce un tel choc et quel a réellement été l'impact du Hulkster ? On se retrouve sur Johnny Catch pour se plonger dans l'histoire impressionnante du leader des Hulkamaniacs. Vous apprendrez entre autres comment il est à l'origine de la plus grosse audience de l'histoire du catch, comment il est passé proche de mettre Vince McMahon et la WWE à la rue, mais aussi pourquoi WrestleMania n'existerait pas sans lui, et même comment il a failli avoir un dernier match contre Rusev. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la vie incroyable de l'immortel Hulk Hogan. C'est parti. Pour pleinement réaliser l'impact de Hulk Hogan dans le catch, mes amis, je vous propose tout simplement de retourner dans le passé à une époque où le jeune Terry Bollea, né le 11 août 1953, son vrai nom, Terry Bollea, était fan de catch et surtout fan de Dusty Rhodes, vous savez, le père de Cody Rhodes. Mais pour autant, c'est pas tout de suite qu'il a décidé de devenir catcheur. Sachez que pendant longtemps, il a été bassiste, il jouait de la basse, et il se dirigeait plutôt vers une carrière de musicien. Mais c'est en étant à la salle de musculation où il a rencontré le catcheur Mike Graham, qui était le fils du président de la National Wrestling Alliance, une des promotions de l'époque, Eddie Graham, qui s'est dit qu'avec son physique, avec sa stature, il avait peut-être les arguments pour faire carrière dans ce business, qui était encore loin de ce qui deviendra par la suite. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez qu'en 1976, ce Mike Graham l'a présenté à un des meilleurs coachs de catch, Hiro Matsuda, et a priori, selon la légende, dans cette première séance d'entraînement ensemble, ce Matsuda lui avait demandé « Alors, comme ça, tu veux devenir catcheur ?» et lui aurait brisé intentionnellement la jambe. Rendez-vous compte à quel point c'était à des années-lumière de ce que le business est de nos jours, bien sûr. En tout cas, sachez que il a été le Super Destroyer pendant une période. Il a aussi travaillé pour la WWE sous son ancienne forme, encore avant même que Vince McMahon en prenne la direction, quand c'était encore dirigé par son père. Hulk Hogan, en tout cas, travaillait déjà là-bas. Mais ce qui a d'abord posé problème, sachez que c'est sa participation au film Rocky III. Vous savez, la fameuse saga sur le boxeur avec Sylvester Stallone, il y a participé, c'était même un de ses rôles les plus célèbres, carrément. Mais ça n'avait pas plu du tout au père de Vince McMahon. Mais il finira par revenir à la WWE une fois que le fils de Vincent J. McMahon, donc Vincent Kennedy McMahon, avait racheté cette entreprise et était déterminé à en faire un empire mainstream. Et c'est à partir de là que Hulk Hogan va prendre une autre dimension. Tout simplement, mes amis, pourquoi ? Parce que VKM, Vincent Kennedy McMahon, a considéré que Hulk Hogan était celui qui devait être le visage de sa compagnie, celui qui devait être un peu l'équivalent d'un John Cena des années plus tard, mais vraiment longtemps plus tard, et devenir vraiment le porte-étendard de sa compagnie à qui souhaitait donner vraiment un rayonnement international. Et à partir de là, on peut considérer que ça a été une énorme ascension pour Hogan qui à la base était heel, et oui, ça paraît fou, mais c'est vrai, jusqu'à ce que ils finissent par arriver pour sauver Bob Backlund, vous savez, qui était, lui, une des stars déjà de la promotion. Et sachez que ça sera un peu le point de départ de, évidemment, son face turn, où il va devenir le super-héros, l'homme à la moustache, le blond bodybuilder qui, on va dire, faisait rêver les gamins avec ses grandes phrases de « faites vos prières, prenez vos vitamines, faites votre entraînement ». Il inspirait toute la jeunesse de cette époque-là, dans les années 80. Et tout ça mènera en janvier 1984, où il va devenir champion WWE pour la première fois d'une manière quand même très marquante, tenez-vous bien. Il a tout simplement été le tout premier homme à sortir de la prise du camel clutch de l'Iron Sheik. Vous savez, c'était une période où la WWE se servait souvent de ces situations où tu avais le méchant étranger, en l'occurrence le méchant iranien Iron Sheik, contre le gentil américain Hulk Hogan. Et il devenait donc champion de cette façon-là, et à partir de là, il devenait la grande star, et ce qui le caractérisait, c'était par exemple sa prise de l'atomic leg drop, la descente de la cuisse, et surtout le fait que quand il pouvait subir une attaque d'un adversaire, il y avait un moment où il finissait par faire ce qu'on appelle le hulking up, à savoir devenir d'un coup comme invincible, résistant à chaque coup qui se prenait, et comme si il avait un second souffle d'un coup en plein match
Enfin bref, à partir de là, plus rien ne sera jamais pareil. Il deviendra donc non seulement le visage de la fédération, mais il sera clairement vraiment dans un rôle charnière par rapport à tous les chiffres que la WWE commencera à avoir, que ce soit des records de vente de pay-per-view, avec les tout premiers pay-per-view vendus, que ce soit la fréquentation des arènes, que ce soit les audiences des shows télévisés quand c'était à la télévision et pas en pay-per-view. Tout ça va vraiment cartonner énormément grâce à lui. Sachez que le tout premier WrestleMania de tous les temps, en 1985, il en est quand même, on va dire, l'attraction principale, puisqu'il faisait équipe avec son ami, l'acteur Mr. T, vous savez, celui qui jouait dans l'agence Touriste, pour affronter Roddy Piper et Paul Orndorff. Rendez-vous compte que Hulk Hogan est l'homme qui a fait le premier main event de WrestleMania, et qui est la plus grande star du premier WrestleMania. Sans lui, WrestleMania n'aurait jamais été pareil. Sachez que il a donc été de plus en plus populaire, il a fait la couverture de Sports Illustrated, le premier catcheur à faire ça, à faire aussi des couvertures de magazines comme le TV Guide ou People Magazine, et ça c'était complètement inédit. Il a aussi été le premier catcheur à apparaître dans des émissions mainstream comme le Tonight Show et d'autres émissions. Il était aussi la célébrité dans les années 80 à avoir fait en tout cas, avoir été la plus demandée par les enfants dans la fondation Make-A-Wish, bien avant John Cena. Et donc tout ça, c'était du jamais vu, hein. Rendez-vous compte à quel point c'était hallucinant. Il est aussi donc dans le WrestleMania 2, bien sûr. De toute façon, sachez que lui, on peut considérer qu'il était le premier Mr. WrestleMania, hein, puisque tous les premiers WrestleMania, c'est lui la star. Il est champion en 1986 au moment où il défend sa ceinture contre King Kong Bundy dans un match en cage. Sachez qu'il a un match légendaire au WrestleMania suivant contre André le Géant. Vous savez, celui qui était invaincu depuis presque quasiment une vingtaine d'années à ce moment-là, contre Hogan qui lui était la plus grande star. Donc c'était épique bien sûr. Hogan est tout simplement l'homme qui a été donc champion pendant 4 ans et 13 jours. C'est tout simplement un des règnes les plus longs de l'histoire de la WWE. Un autre chiffre qui risque de vous impressionner, c'est de savoir que dans l'émission The Main Event en février 1988, il a affronté André le Géant contre qui il avait perdu sa ceinture, devant, tenez-vous bien, 33 millions de téléspectateurs, ce qui est colossal et impressionnant. Tout ça pour mener au WrestleMania suivant, où il était dans un tournoi pour récupérer le titre vacant. Il y affrontait encore André le Géant pendant le tournoi, mais ne gagnera pas ce titre. Par contre, il viendra aider son ami, le macho-man Randy Savage, pour devenir champion dans le main event, ce qui mènera, vous savez, à cette amitié à l'écran entre les deux hommes. Rivalité quand même pas mal en coulisses pour la création des Mega Powers, ce qui aboutira bien sûr au match Hulk Hogan contre Randy Savage au WrestleMania suivant. Enfin bref, est-ce que vous réalisez l'impact déjà de Hulk Hogan, sans qui là, à ce moment-là, il n'y a pas de WrestleMania, il n'y a pas du tout même de WWE, vu à quel point, vous devez savoir que Vince McMahon, à l'origine, avait misé toute sa fortune dans le premier WrestleMania. Donc si ça avait échoué, on peut considérer que si Hogan n'avait pas eu cette notoriété, ce succès, cette popularité, la WWE n'existerait probablement plus. On peut considérer que Hulk Hogan était vraiment irremplaçable, puisque quand ils ont tenté de le remplacer à la WWE, en créant un passage de témoin à WrestleMania 6 entre lui et l'Ultimate Warrior, ça ne marchera pas réellement. Quelques mois plus tard, Hulk Hogan reviendra, sera à nouveau la plus grande star de la compagnie, alors que l'Ultimate Warrior, on va dire qu'on lui donnait la chance de peut-être le devenir, et à WrestleMania 7, c'est lui qui, on va dire, défendait l'honneur des États-Unis contre le sergent Slaughter, qui lui était un sympathisant de l'Irak. Vous savez, c'était typiquement les storylines de ces années-là, hein, et redevenait encore champion, Hulk Hogan. On peut considérer que après ça, il a encore eu, deux années au top dans la fédération, avec notamment un match contre Sid Justice, qu'on connaît aussi sous le nom de Psycho Sid, au WrestleMania de 1992. Sachez qu'entre-temps, il a quand même eu l'occasion de faire mousser l'Undertaker, qui débutait à la WWE, dont il a quand même été un des acteurs essentiels dans sa mise en avant, hein, en le faisant devenir champion, en perdant contre lui. Sachez qu'on le verra à WrestleMania 9, alors
c'est moins mémorable le match tag team qu'il avait avec Brutus Beefcake contre Money Inc. que ce qu'il fera quelques heures plus tard, on va dire, dans le main event, quand il viendra à la 11e heure, on va dire, pour venir faire le tombé sur un Yokozuna qui venait de battre Bret Hart pour venir prendre un peu le spotlight dans ce WrestleMania 9, mais tout ça pour quelques semaines plus tard, quand même mettre en avant Yokozuna et perdre contre lui à King of the Ring, et à partir de là, quitter la WWE pour cette fois-ci arriver à l'autre grande période de sa carrière, à la WCW, le concurrent de la WWE pendant des années, où il aura notamment le heel turn le plus mémorable de l'histoire du catch, en devenant le leader du New World Order, le NWO, ce qui permettra à la WCW de battre la WWE dans les audiences pendant 87 semaines d'affilée. Rendez-vous compte, c'était du jamais vu, c'était incroyable, surtout à une période où les audiences étaient cruciales pour la survie financière des compagnies de catch. Tout ça pour finalement revenir à la WWE en 2002, au bien nommé No Way Out, puisque ça fait aussi NWO, et affronter The Rock à WrestleMania dans ce qui est personnellement un de mes matchs préférés, et je trouve un des meilleurs matchs de catch, ne serait-ce qu'en termes d'électricité, en termes d'ambiance, de jeu avec la foule, de star power, absolument incroyable. Rendez-vous compte aussi que Hulk Hogan, c'est quand même un match contre Vince McMahon à WrestleMania 19 en 2003. Rendez-vous compte de l'affiche que c'est. Sachez que, à partir de là, bon, normal, vu aussi son âge, il catchera de moins en moins. Forcément, en 2005, il sera même intronisé dans le Hall of Fame de la WWE par l'acteur Sylvester Stallone, l'homme qui jouait quand même Rocky, c'est pas rien. Sachez que ce jour-là, d'ailleurs, pendant son speech, les fans réclamaient un match contre Stone Cold Steve Austin. Et ça, malheureusement, ça restera d'ailleurs peut-être le dream match absolu qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra jamais, hélas, à la WWE. Sachez que, par la suite, il affrontera quand même Shawn Michaels à SummerSlam, encore une affiche de rêve. Et surtout, ce qui caractérisera les années suivantes, c'est son implication avec la TNA, où il a essayé de faire un peu une WCW 2.0 en venant affronter directement Monday Night Raw avec donc la TNA et son ami et partenaire en affaires Eric Bischoff. Bon, sans succès, mais quand même sacrément courageux de faire ça, aller défier la WWE frontalement de cette façon-là. Et bon, après, quand même pas mal de scandales en tout genre. Les années suivantes, on va dire, seront surtout marquées par le fait qu'il devienne l'hôte de WrestleMania 30 en 2014, une participation quand même malgré tout à WrestleMania en 2015 dans le fameux match entre Sting et Triple H qui représentait un peu une ultime guerre entre la WWE et on va dire la WCW, les anciens de la WCW. Sachez d'ailleurs que à cette époque-là, Hulk Hogan, alors ça c'est pas très connu, sachez que il avait révélé que lui pensait déjà à faire un heel turn dès 1990, mais que Vince McMahon l'avait refusé. En gros, la période où il avait affronté l'Ultimate Warrior, Hogan trouvait que son personnage était déjà un peu mort et répétitif, mais c'est Vince McMahon donc qui avait refusé ça. Et sachez que il avait aussi dit qu'il aurait bien aimé avoir un dernier match, et qui mentionnait Rusev, vous savez, ce personnage typiquement sorti des années 80, avec ce côté heel étranger, en l'occurrence d'Europe de l'Est, mais donc qu'il aurait potentiellement bien voulu l'affronter, mais bon, malheureusement ça ne se produira pas. Sachez que, après quand même un dernier match officiel en janvier 2012, du côté de la TNA, avec James Storm et Sting contre Bobby Roode, Bully Ray et Kurt Angle, Hulk Hogan ne recatchera plus, on le verra après quand même avoir eu son lot, on va dire, de controverses. On le reverra à WrestleMania 37 pour être un peu l'hôte de cet événement-là. Et puis surtout, sa dernière apparition, quand même pas la plus glorieuse, et c'est d'autant plus triste quand on sait ce qui lui est arrivé entre-temps, c'est ce qui s'est passé au premier Raw sur Netflix en janvier 2025, quand il a quand même été globalement hué par la foule dans ce qui était quand même un show historique. Et je vous propose désormais, mes amis, de justement avoir en quelque sorte les dernières confidences de Hulk Hogan quelques mois avant sa mort tragique, dans un entretien qu'il avait eu avec Logan Paul, vous savez, lui qui est entre-temps un des plus gros noms de la WWE, aussi un des plus controversés d'ailleurs, un entretien qu'il avait eu en septembre 2024 avec lui.
Les confidences que Hulk Hogan a faites à Logan Paul en septembre 2024 sont encore plus précieuses aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit tout simplement du dernier vrai grand entretien que Hulk Hogan a fait publiquement. Et c'est vrai que ce jour-là, il a quand même pas mal parlé, et c'était l'occasion aussi de se rendre compte une fois de plus de son incroyable héritage. Alors, sachez que il avait révélé que depuis 2014, il avait subi pas moins de 25 opérations. C'est là qu'on se rend compte de la longueur de sa carrière et surtout du poids de toutes ces prises et de toutes ces descentes de la cuisse au fil des années. Tout ça l'a énormément impacté physiquement, ça a été par moments très très dur pour lui. Il disait d'ailleurs qu'à son âge d'or, Hulk Hogan, les rings étaient beaucoup plus durs que de nos jours, et que ça faisait beaucoup plus mal d'ailleurs. Il reconnaît avec le recul qu'il aurait peut-être dû arrêter bien avant sa carrière pour sa santé, mais que c'est en réalité les sommes colossales qu'il pouvait gagner niveau argent qui l'ont fait rester, qui l'ont fait continuer. Sachez que ce qui était pour lui le projet principal de sa vie, à quelques mois de son décès, c'était entre autres la bière Real American Beer, dont il faisait pas mal la promotion à ce moment-là. Sachez aussi, et ça on en a parlé sur la chaîne, et ça prend quand même une autre valeur, enfin du moins on le perçoit quand même largement différemment de nos jours. Vous savez, cette initiative qu'il a prise avec Eric Bischoff de créer la Real American Freestyle Wrestling League, dont on a parlé il y a quelques mois en arrière, un projet combinant divertissement et lutte réelle, qui est donc complètement, on va dire, la donne a complètement changé autour de ça maintenant, vu ce qui s'est passé. Sachez que, à cette période-là, son engagement politique lui tenait très à cœur pour Donald Trump, mais surtout, ce qui lui tenait le plus à cœur, et ça, Hulk Hogan insiste beaucoup sur ça, c'est l'unité entre les Américains. Son grand rêve, à travers la bière Real American Beer, c'était d'unir les gens par-delà toutes les différences grâce à cette bière, grâce à cette boisson. Sachez aussi que ce qui est quand même complètement dingue, et ce qui donne quand même, je trouve, un autre regard sur le catch actuel, c'est d'apprendre que Hulk Hogan n'a jamais répété le moindre match de sa vie, y compris celui contre The Rock à WrestleMania 18. Que pour lui, ça n'avait pas le moindre sens de préparer quoi que ce soit, de répéter quoi que ce soit. Il trouvait que, pour lui, le plus important, c'était d'écouter la foule et de réagir en fonction d'offrir aux fans ce qu'ils voulaient en les écoutant. Et pareil pour ses promos d'ailleurs, il a dit qu'il n'a jamais scripté, on lui a jamais écrit la moindre promo, et ça, c'est ce qui a aussi fait sa force pendant des années et des années, être capable d'être tellement dans son personnage et tellement dans le moment, avoir un tel instinct, si rodé et si expérimenté, qu'il était capable de construire un match comme ça de façon totalement improvisée et spontanée, ce qui, rendez-vous compte, comme c'est dingue. Il a aussi révélé qu'il y a eu des dizaines de figurines d'action à son effigie à travers le temps, alors vous le savez, Bret Hart, autre légende du catch, a souvent clashé Hulk Hogan en disant qu'il a saboté sa carrière, que malgré ses déclarations, Hulk Hogan, en tout cas dans cette interview à l'automne 2024, n'avait rien contre Bret Hart, que de l'amour et du positif à son égard. Il a même révélé que c'est déjà arrivé qu'il soit dans un 3 contre 1 dans le ring, et que Bret Hart fasse partie de ces 3 catcheurs contre lui qui massacraient complètement. Et d'ailleurs, c'était l'occasion pour le Hulkster de rappeler qu'à son époque, les gars de la taille de Bret Hart, les catcheurs qui avaient, on va dire, moins de musculature, qui étaient moins imposants, plus petits, étaient au mieux dans le mid-card des shows, et qu'il était quand même étonné de voir que de nos jours, c'était devenu les main eventers dans le catch, à la WWE et ailleurs. Il disait que pour lui, une vision que personnellement je soutiens totalement, les fidèles de la chaîne, vous le savez bien, que pour lui, les pirouettes, les acrobaties ne voulaient rien dire, et qui conseillait à tout le monde de ne pas décoller de ses jambes, en gros de pas prendre des risques en faisant des prises ou sauter en l'air ou vous devez atterrir sur vos jambes, que tout ça était beaucoup trop dangereux pour les genoux, pour les blessures, que pour lui, tout ça n'avait pas de sens, que ce qui avait le plus de sens, il le dit lui-même, c'est le storytelling, et que c'est en racontant des histoires qu'on se fait de l'argent. Et lui, c'est tout ce qui a toujours compté pour lui dans le business, c'est se faire le plus d'argent possible. Et il disait aussi, phrase très intéressante, réflexion très pertinente du Hulkster, que de nos jours, il y avait moins de stars, mais que c'était le produit, la star, ce qui était bien différent de son époque. On apprend d'ailleurs aussi que des années en arrière, Vince McMahon surnommait Hulk Hogan, dans leurs dialogues, dans leurs échanges, Monster,
qu'il était totalement contre donc l'idée de répéter le moindre match, et que d'ailleurs, avant d'avoir un affrontement dans le ring, il ne voulait même pas passer les heures précédant le match avec son adversaire dans le vestiaire, qui voulait même pas le voir, qui voulait être seul, se mettre en immersion dans son personnage, en prenant quelques bières aussi. Donc rendez-vous compte à quel point c'est radicalement différent d'une école où des catcheurs vont par exemple les jours d'avant leur match préparer tout spot par spot et tout écrire méticuleusement, à quel point Hulk Hogan c'est radicalement différent. Réalisez, mes amis, que Hulk Hogan vient d'une époque, comme il a lui-même raconté, où certains de ses collègues refusaient tout simplement de se laisser battre par lui. Que par exemple, quand il a parlé à Roddy Piper pour la première fois de le mettre over, comme on dit, en gros que Vince McMahon, le grand patron, voulait que Roddy Piper perde contre Hulk Hogan, que Roddy Piper avait radicalement refusé, qui vient d'une période où il n'y avait pas de contrat garanti, c'est-à-dire que si vous étiez blessé, vous ne gagniez pas d'argent. Vous aviez tout intérêt à vendre le plus de produits dérivés possible, à avoir la place la plus haute dans la carte pour gagner le plus d'argent, et moins vous catchiez, et plus vous étiez dans le low card des shows, moins vous gagniez de sous. Donc une époque bien différente. Sachez que il avait quand même totalement conscience que sans les catcheurs qui ont accepté de perdre contre lui, il ne serait jamais devenu ce qu'il a été. Mais que par contre, ce qu'il considérait comme très réel dans le business, et ça c'est un des moments les plus marquants de cette interview avec Logan Paul, c'est que pour lui, ce qui est 100% réel, c'est l'argent qu'on gagne. Il disait que certes, le vainqueur des matchs, tout ça, c'est déterminé avant, ok, mais il disait que pour lui, il prenait ça très à cœur, si par exemple quelqu'un gagnait plus d'argent que lui, bah tout ça pour lui c'était bien réel, et qu'à son époque, la compétition entre catcheurs d'être celui qui gagne le plus d'argent, il y avait rien de scripté là-dedans, que tout ça il le prenait très à cœur, et c'était une vraie compétition. Sachez aussi que quand on lui disait que WrestleMania 40 était peut-être le plus grand de tous les temps, il était un peu, on va dire, sarcastique en disant que les personnes qui disent ça n'étaient probablement pas vivantes de l'époque où lui faisait les main events de WrestleMania. Il a aussi révélé, très, très marquant ça, que le jour où il a été révélé comme étant le troisième homme des, vous savez, les débuts du New World Order à la WCW, que tout ça a été fait vraiment à la dernière minute, que Scott Hall et Kevin Nash qui étaient dans le ring à ce moment-là ne savaient même pas, au moment où ça a eu lieu, que ce serait Hulk Hogan. Sting avait été préparé vraiment jusqu'à la dernière minute pour l'être, mais c'est Hulk Hogan qui avait pris la décision finale d'en gros faire le heel turn et d'être ce fameux troisième homme. Et il a révélé d'ailleurs qu'au moment où il est allé vers le ring ce jour-là, qu'il s'est rendu compte trop tard qu'il avait des bottes de cow-boy, et que ça, bah, il s'est dit mince, c'était pas prévu, et ce qui montre bien à quel point il était vraiment la tête à son heel turn et pas forcément à ce genre de petits détails. Et d'ailleurs, et on va terminer par ça, est-ce que vous réalisez que Hulk Hogan a par exemple été le premier catcheur à avoir son propre theme song à la WWE, qu'avant lui, avant son ascension, l'idée même d'avoir des theme songs, d'avoir des musiques qui peuvent être, on va dire, vendues à part sur des CD ou d'autres supports, hein, pour vraiment être pleinement associé à un personnage, ça n'existait même pas, que c'est lui qui a impulsé ça, qu'à partir de là, à partir du moment où lui l'a fait, tous les catcheurs voulaient avoir leur propre musique vraiment attitrée et créée pour eux. On peut considérer, et ce sera mon mot de la fin, que Hulk Hogan est l'homme sans qui le catch ne serait jamais devenu ce que c'est aujourd'hui. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Hulk Hogan. Comme on a pu le voir, il a eu un rôle charnière dans le développement du catch. On a fait un phénomène mainstream en devenant la première méga star de cette industrie et en donnant la passion de cette discipline à des millions de personnes, et rien que pour ça, il sera éternellement dans nos cœurs. Et j'ai un débat pour vous. Est-ce qu'à vos yeux, purement d'un point de vue impact et business, le Hulkster est le plus grand catcheur de tous les temps? Venez en parler dans les commentaires, je vous demande ce que vous en pensez, et dites-moi par ailleurs sur qui vous auriez envie de voir un documentaire prochainement. Ce sera intéressant de voir quel personnage suscite le plus votre intérêt en ce moment, et surtout de partager nos ressentis, parce que ça, ce partage, cette unité, c'est le catch comme on l'aime, comme Hulk Hogan l'aurait voulu. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un documentaire sur un personnage extraordinaire comme l'Undertaker, cette playlist est faite pour vous. Ou sinon,
Allez ici pour découvrir plein de controverses et coulisses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour voir d'autres vidéos. A tout de suite. Acknowledge me!